Par la suite, les successeurs de Gaudí cherchent la clé de son architecture révolutionnaire. Pour les voûtes de la Sagrada Familia, il imagine des paraboloïdes hyperboliques, autrement dit, des surfaces à deux courbes. Mais il a peur de les réaliser, pour une raison très simple. Personne ne l'a jamais fait avant lui. Il dit que ce n'est pas un argument en soi, sinon il n'y aurait jamais aucun progrès. Mais avant d'appliquer son idée à la Sagrada Familia, il veut vérifier si elle fonctionne. Il veut la tester. La petite église de la colonie Güell, dont seule la crypte sera réalisée, va devenir le laboratoire d'essai de Gaudí. Eusebi Güell fait construire une cité ouvrière moderne autour de l'une de ses usines. Il en confie la réalisation à un proche collaborateur de Gaudí. Mais il demande au maître de construire lui-même l'église. Le modèle de la Sagrada Familia, c'est la nature anarchique. Chaque structure est unique et pourtant l'ensemble forme un tout harmonieux. Est-ce pour cela qu'il n'existe pas de plan? Parce qu'on ne peut formaliser à la fois l'ordre et le désordre? La Sagrada Familia est un hommage à la création divine et une invitation à la réconciliation. Gaudí conçoit l'église de la colonie Güell dans le même esprit. Ce sera son dernier grand projet. Une fois de plus, entre innovation technique et programme théologique, Gaudí est en avance sur son temps. Avec des surfaces à double courbure engendrées par une droite, il invente les premiers paraboloïdes hyperboliques de l'histoire de l'architecture. L'espace intérieur est tout en courbe et en oblique. Il semble creuser à flanc de coteau, tout en possédant une légèreté aérienne. Pour cette petite église excentrée, Gaudí met au point une technique spéciale. En fait, la méthode a plus de 2 siècles. Si on utilise une chaînette, une forme se crée d'elle-même. C'est un arc où il n'y a que des forces de traction. Si je le retourne, j'obtiens un arc où il n'y a que des forces de pression. Traction ou pression à l'envers. Voilà le principe qui est très simple. Ça se complique uniquement si je mets des charges dessus ou si je fais un ouvrage de surface porteuse complexe, comme ici une voûte d'arête, ou bien cette structure complexe que Gaudí fait pour l'église. On se retrouve avec un immense enchevêtrement de forces qui s'influencent mutuellement. Durant plus de 10 ans, Gaudí le visionnaire va travailler sur une maquette de 6 mètres sur 4 de l'église de la colonie Güell. Cette maquette est unique. C'est un montage de ficelles auquel il accroche des poids correspondant à ceux que devront supporter les différents éléments de la construction. La traction de ces poids donne aux ficelles une forme dans l'espace. La position et les rapports de force entre les différents éléments correspondent à ce qu'ils seront dans l'église elle-même. Les ficelles décrivent les courbes qui résultent des forces en jeu. En retournant la maquette, on obtient les lignes de construction de l'édifice. La maquette de Gaudí n'a malheureusement pas survécu aux troubles de l'époque. Mais Rainer Greff et son équipe sont parvenus à reconstituer ce modèle tout à fait unique. Comment passe-t-on de ce montage de ficelles à une église?
Il faut commencer par regarder ce qu'a fait Gaudi. Voici sa maquette avec un de ses collaborateurs. Il a accroché des tissus pour faciliter la lecture de la structure, qu'on a du mal à voir dans cet enchevêtrement de ficelles. L'image d'à côté montre la structure retournée, l'édifice. Et voici l'église vue de face, peinte par Gaudi directement sur la photo. En s'appuyant sur les peintures de Gaudi, la reconstitution de la maquette et les principes de construction, des équipes des universités d'Innsbruck et de Moscou ont pu réaliser un modèle en 3 dimensions de la partie supérieure de l'église qui n'a jamais été bâtie. Ce petit bijou d'architecture n'avait jamais existé que dans la tête du maître. Les critiques n'ont rien compris à la crypte. Ils ont dit qu'elle était grotesque, folle, sauvage, que sais-je encore. Pendant longtemps, on n'a pas compris d'où venaient ces formes et sur quel raisonnement elles reposaient. L'église de la colonie Güell est la petite sœur de l'imposante Sagrada Familia. C'est un condensé de tous les principes novateurs qu'on retrouve dans la grande basilique. Le chantier de l'église de la colonie commence en 1908. Il est interrompu en 1915, faute d'argent. Eusebi Güell est malade. Après sa mort, le projet est définitivement abandonné. C'est un coup dur pour Gaudi, après 10 années d'études et 6 années de travaux. C'était l'un de ses projets les plus personnels. Dans sa recherche de formes nouvelles, Gaudi approfondit sa connaissance de l'art gothique. Il en vient à comparer les contreforts qui soutiennent les cathédrales à des béquilles conçues par des esprits sans imagination. Il considère l'art gothique comme un art industriel, parce que certains éléments sont répétés sans aucun respect des proportions. Pour dissimuler des structures fausses, on utilise des ornements qui détournent l'attention. C'est comme un bossu qui met de beaux habits pour faire oublier sa bosse. Les gens la voient quand même s'ils font semblant de ne pas la remarquer. Gaudi trouve la solution pour se passer de contreforts. Il observe un promeneur avec une canne. La canne ne fait pas un angle droit avec le sol. Elle est toujours un peu penchée pour un meilleur appui. Gaudi le comprend et incline ses colonnes. La structure en arbre des piliers, cette structure de colonne inclinée, est parfaitement équilibrée parce que le poids se concentre dans la partie supérieure de la colonne. Gaudi décide de ne pas remplir les espaces entre les colonnes pour alléger les voûtes et laisser passer la lumière. La lumière pénètre par des lucarnes et des claire-voies. Les claire-voies peuvent être cylindriques, bien sûr, comme celle-ci. Mais pour saisir la lumière, le mieux, ce ne sont pas des lucarnes verticales, mais des lucarnes inclinées, comme les rayons du soleil. Voilà pourquoi la meilleure forme pour saisir la lumière et la diffuser à l'intérieur, c'est l'hyperboloïde. Toutes les voûtes, les claire-voies et les fenêtres de la Sagrada Familia sont hyperboloïdes. Si on regarde les voûtes et les fenêtres, on voit beaucoup de figures en étoiles, beaucoup d'éléments avec un cercle au milieu et une étoile, générés par des lignes droites qui tournent dans un sens ou dans l'autre. De chaque point partent des droites dans un sens et dans l'autre, qui touchent le cercle central. C'est le secret de Gaudi. Les voûtes et les fenêtres sont des intersections d'hyperboloïdes.
Aujourd'hui, le code Gaudi est enfin décrypté et les architectes peuvent s'appuyer sur les principes du maître pour poursuivre son œuvre. L'image de la Jérusalem céleste envoie un message très clair. Quoi que fasse l'homme, il ne le terminera jamais. L'achèvement arrivera à la fin des temps. Il viendra de Dieu. Cela vaut pour cette Église, mais également pour la paix dans le monde. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. L'Espagne n'y participera pas. Gaudi consacrera entièrement les 12 dernières années de sa vie à la Sagrada Familia. Il installe son bureau au milieu du chantier, comme s'il voulait ne faire qu'un avec son église. Que je ne puisse pas terminer le temple ne doit pas nous blesser, et nous ne devons pas nous en plaindre. Au contraire, car il n'en sera que plus grandiose. Il a fini comme il a commencé, en solitaire. À la fin, c'était un homme, je ne dirais pas aigri, mais triste, isolé, silencieux, qui fuyait le monde pour se réfugier dans sa vie intérieure, qui était très riche. Voilà ce que je crois vraiment. Tous les soirs, Gaudi se rend à l'église de Saint-Philippe Néri. Est-ce pour prier, se confesser, se recueillir en silence? On l'ignore. Mais c'est peut-être aussi la lumière qui baigne la mer Méditerranée qui l'attire par ici. Il dit qu'il a besoin de voir la mer régulièrement. C'est le seul élément dans lequel il voit les 3 dimensions de l'espace réunies. Le ciel se reflète à la surface. À travers l'eau, il voit le fond de la mer et le mouvement. Gaudi donne la priorité à l'homme sur la machine. Mais cela a un inconvénient quand on marche dans la rue. Or, tous les jours, Gaudi parcourt 12 km à pied. Il réfléchit à ses problèmes architecturaux sans faire attention à la circulation. Il estime que c'est aux voitures de s'arrêter quand il traverse la rue, pas l'inverse. Et il aura plusieurs accidents jusqu'au dernier, qui lui sera fatal. Un soir de juin 1926, alors qu'il se rend à l'église de Saint-Philippe Néri, Gaudi est renversé par un tramway. Il meurt 3 jours plus tard, le 10 juin 1926. Il avait 73 ans. J'ai découvert une vérité magnifique. Gaudi a laissé son église inachevée. Mais cette église a fait de lui un homme achevé. Il a construit cette église et l'église l'a construit. C'est très beau. C'est la réponse à la question « Pourquoi construisons-nous ce temple ?» Pour qu'il nous construise et nous donne beaucoup de satisfaction. J'essaye de faire comprendre à mes collaborateurs que nous ne construisons pas juste une église. Nous nous construisons nous-mêmes. La Sagrada Familia attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Beaucoup ne sont pas chrétiens, certains n'entrent jamais dans une église. Mais tous ressentent la majesté des lieux. Réconcilier les contraires. Tel est le génie de Gaudi, le génie de Barcelone, le génie de la Sagrada Familia. C'est peut-être aussi là son secret. Nous sommes au cœur de la ville trépidante, au milieu des souffrances et des douleurs des hommes, de leurs désirs, de leurs joies. La Sagrada Familia est un sanctuaire urbain.
Or, la ville domine le monde globalisé. Si Gaudi construit un sanctuaire urbain, c'est parce qu'il a l'intuition de ce monde globalisé. C'est un prophète. Temple expiatoire de la modernité, la Sagrada Familia a suscité la polémique depuis le début. Elle a pourtant été conçue comme un symbole d'harmonie dans un monde violent, une invitation à réaliser la Jérusalem céleste. N'est-ce pas en la laissant inachevée qu'elle remplira le mieux cette fonction ?